photos of myself, other forms of death threats with guns pointed towards the viewer. They say their daughter is pretending to be someone that she's not. I was wondering if your dad really is an African-American man. That's a very, I don't know what you're implying. Imaginez rentrer chez vous et trouver un nœud coulant suspendu dans votre garage. Alors en France, le symbole n'a peut-être pas la même puissance, mais aux États-Unis, toutes les personnes afro-américaines savent exactement ce que ça signifie. Un nœud coulant là-bas, c'est un fantôme du passé, un rappel très glaçant d'une époque où être noir faisait de vous un sous-homme. Quand elle compose le 911, Rachel Dolezal ne s'attend même pas à ce que la police trouve le coupable. Ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des menaces racistes, et vu son engagement, ce ne sera certainement pas la dernière. Parce que Rachel, c'est une figure locale de la lutte contre les discriminations raciales. Professeure d'études africaines, présidente d'une association dédiée aux droits des personnes de couleur, artiste engagée, toute sa vie, elle la consacre au combat contre les suprémacistes blancs. Et plus elle monte en visibilité, plus elle est ciblée. Rachel est une femme forte, mais c'est aussi une femme traquée. Elle reçoit des croix gammées sur son lieu de travail, ouais, carrément, des pages et des pages d'insultes, et sa maison est même cambriolée plusieurs fois. À Spokane, Rachel Dolezal est la cible numéro 1 de l'extrême droite locale. L'acharnement est tellement intense que même la police finit par perdre le fil. Face à toute cette haine, un journaliste finit par s'en mêler. Il veut l'aider. Alors, il enquête. Il patiente, il remonte les pistes, les lettres, les adresses. Semaine après semaine, il s'approche de la vérité. Et lorsqu'il découvre enfin l'identité de la personne derrière ces menaces anonymes, il n'en revient pas. À cet instant précis, il comprend qu'il vient de mettre au jour un secret qui aurait peut-être dû rester enterré. Susan Meyer appelait rarement pour dire quelque chose de rassurant. Et lorsqu'elle parlait de bien-être, c'était généralement mauvais signe. Suzanne, dis-moi que tu plaisantes. Attends, comment ça brille Van de Kamp, Lion's Mane, Cordyceps, Chaga. Ok, donc si je résume, énergie stable, pas de crash, et surtout, elle reste calme toute la journée. Liv le savait, son amie avait le don de rendre crédibles même les idées les plus improbables. Donc c'est fabriqué en France, ok, super. Et en plus, c'est vegan et sans sucre ajouté. Bon, ok. Envoie-moi le lien. Ok, envoie-moi le lien, je verrai ça. Certaines femmes se contentent de croire. D'autres préfèrent vérifier. Bon, tu sais que je suis assez anxieuse, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté le café. Mais avec ta boisson, franchement, j'ai plein d'énergie. Pas d'angoisse, pas de crash. C'est extraordinaire. Bon, après, t'inquiète pas, bien sûr, ça reste entre nous... et mes abonnés. Avec mon code, vous avez 20% de réduction sur tout le site Bonjour Drink. Jusqu'à moins 50% de réduction si vous prenez un abonnement. Le lien est en description, mais vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran en ce moment même. Dans ce quartier, les bonnes informations ne circulaient jamais officiellement. Il fallait de bons amis, de bons voisins et parfois Susan Meyer. Rachel Ann Dolezal naît le 12 novembre 1977 à Troy, dans l'état du Montana. Elle grandit dans une famille pentecôtiste. Chez les Dolezal, la religion n'est pas un pilier, c'est l'ossature même de la maison. On se lève avec des prières, on mange en récitant des versets, on se couche après avoir lu un passage biblique. Ce sont des croyances si engagées que, sur l'acte de naissance de Rachel, ils vont jusqu'à inscrire que le témoin de sa naissance, c'était Jésus-Christ. Ouais, littéralement. Et tout comme ils étaient persuadés que Jésus avait assisté à l'accouchement, les parents de Rachel comptaient aussi sur le Seigneur pour nourrir leurs enfants. Chaque fois que Rachel évoque son enfance, elle est en larmes. Elle ne se rendait pas au Walmart avec ses parents, elle entrait dans son tipi, elle en ressortait avec une arc en main, prête à aller chasser pour ramener le dîner. Elle raconte que sa mère et son beau-père étaient, disons, excentriques, et surtout profondément anti-modernité. Ils vivaient isolés, au milieu de nulle part, ils refusaient même la viande industrielle qu'ils qualifiaient d'impure. Chez eux, avant de manger un steak, il fallait d'abord l'abattre soi-même. Résultat, jusqu'à 15 ans, Rachel grandit comme une semi-amazone, partagée entre chasse, lecture biblique, mais aussi survivalisme. En 1992, un changement. La famille déménage dans le Colorado. Puis un autre déménagement, encore plus radical, Cape Town, en Afrique du Sud. Ce déménagement a lieu parce que le beau-père de Rachel a trouvé un poste de missionnaire. Mais même à des milliers de kilomètres du Montana, la vie de Rachel ne change pas vraiment. Ses parents craignent le monde extérieur. Donc, ils la scolarisent à domicile via le programme chrétien CLASS. CLASS pour Christian Liberty Academy Satellite School. C'est très long. En tout cas, Rachel est brillante. Presque que des A. Quand la mission s'achève, les Dolezal rentrent aux États-Unis. Là, Rachel décroche son diplôme de fin de lycée avec une moyenne parfaite. 4, c'est nickel, c'est parfait.
c'est aussi cette année-là que sa vie bascule. Un jour, une entreprise spécialisée dans le travail du cuir lance un concours artistique dans le lycée. Les élèves de terminale doivent créer une œuvre incluant du cuir. C'est un concours très important pour tout le monde parce que, à la clé, il y a de l'argent cash. Rachel va tomber sur le prospectus et dans son esprit, une silhouette apparaît immédiatement. Une femme noire, une femme fière, royale, puissante. Elle se met au travail sur son petit projet, elle participe, elle attend et, surprise, elle gagne. Tandy Leather, l'entreprise, lui remet un chèque de $2000 et c'est une somme qui arrive pile au bon moment parce qu'elle vient tout juste d'être acceptée à l'université Belhaven. Donc en 1996, Rachel quitte enfin le cocon familial. Elle est seule, loin du contrôle religieux de ses parents et elle découvre le monde réel. Mais surtout, elle se confronte pour la première fois au racisme. Bon, à la fin des années 90, les suprémacistes blancs, ils ne se promènent plus en cagoule. Malgré tout, ils sont bien là. Le racisme se fait plus discret, un petit regard de travers, une candidature ignorée, un propriétaire qui vient tout juste de louer l'appartement dès qu'il voit la couleur du postulant. Et Rachel, elle ne supporte pas ça. Alors elle se tourne vers l'art. Ses toiles deviennent son arme. En 1998, elle expose lors de la célébration du Juneteenth à Spokane. Juneteenth, c'est une fête qui marque la véritable fin de l'esclavage. Pour ceux qui ne le savaient pas. À cette occasion, Rachel présente ses collages, des œuvres qui célèbrent la culture afro-américaine. Et encore une fois, son travail impressionne. En 2000, elle obtient sa licence et la même année, elle se marie. Son mari s'appelle Kevin Moore, c'est un étudiant en médecine qui est inscrit à la prestigieuse Howard University. Aussi, je le précise, il est afro-américain. Rachel vient de terminer sa licence et elle se dit, bon, est-ce que je ferais pas mon master à Howard moi aussi? D'abord, c'est une institution qui est prestigieuse, elle est aussi historiquement noire, alors pourquoi pas tenter? En 2002, elle décroche son diplôme en art classique et fidèle à sa réputation, elle sort avec la mention la plus élevée. Son mémoire, il attire immédiatement l'attention. Il est composé d'une série de tableaux qui peignent le point de vue d'un homme noir. C'est beau, c'est puissant et ça tape dans l'œil d'un mécène très influent. Cet homme, on ne connaît pas son nom, est hyper connecté dans le milieu artistique et surtout, il est riche comme Crésus. Ça aide. Il va prendre Rachel sous son aile et lui promettre de l'aider à faire connaître son travail. Un jour, ils partent ensemble pour une exposition à San Francisco. Le succès est total. Le soir venu, ils décident de fêter ça autour d'un dîner. Rachel va détourner les yeux une seconde et là, son mentor va en profiter pour verser du GHB dans son verre. Cette nuit-là, il abuse d'elle. Comme vous pouvez l'imaginer, Rachel est totalement brisée, physiquement, mais surtout mentalement. Elle lui faisait entièrement confiance. Elle avait mis sa carrière entre ses mains finalement, et il l'a trahi de la pire manière possible. Malgré l'horreur, elle n'a pas du tout envie de se lancer dans une bataille judiciaire. Elle est persuadée de n'avoir aucune chance. Alors, elle fait ce que beaucoup de victimes font, elle s'éloigne. Elle a envie de tourner la page, et ça passe par un déménagement. En 2002, Rachel et son mari posent leurs valises à Bonners Ferry dans l'Idaho. C'est dans cette ville qu'elle donne naissance à son premier enfant, un petit garçon qu'elle appelle Franklin. Une année passe et la petite famille décide de déménager à nouveau, cette fois à Coeur d'Alene, toujours dans l'Idaho. Mais dans cette ville qui semble vraiment paisible, les ennuis reviennent. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de Kevin, le mari de Rachel. Eh bien, quand elle le rencontre, tout est parfait. Il est tout ce qu'elle espérait d'un homme. Charmant, doux, attentionné. Mais 3 ans après le mariage, elle ne reconnaît plus du tout celui qu'elle a épousé. Pendant 1 an, le couple essaie de sauver les meubles, mais en 2004, l'évidence s'impose, la relation est devenue trop toxique. Rachel demande le divorce. Mais finalement, cette rupture, elle est assez providentielle, on va dire ça comme ça, puisque cette séparation lui permet de se replonger entièrement dans ce qui lui fait du bien, l'art, et aussi et surtout l'activisme. En 2005, elle décide de fusionner les deux dans une sculpture intitulée « Le triomphe de l'esprit humain ». L'œuvre est exposée dans le centre-ville de Spokane et les bénéfices de la vente sont reversés au Human Rights Education Institute. À partir de maintenant, on va l'appeler HRE parce qu'en fait, il revient très souvent cet institut. Donc, Rachel continue de peindre et de vendre ses toiles. Elle s'en sort vraiment très bien, puisque l'une de ses œuvres part à $10,000. C'est un record personnel et c'est incroyable pour beaucoup d'artistes. Mais au-delà de l'argent, cette visibilité lui ouvre des portes. En 2007, Rachel enseigne les arts plastiques à l'école Indigo de Coeur d'Alene. Dans le cadre d'une exposition du HRE, ses élèves vont créer 5 œuvres autour des droits de l'enfant. Et ce n'est que le début. En 2008, Rachel rejoint officiellement le fameux HRE. Alors, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, la mission de cette organisation, c'est de lutter contre les discriminations raciales par l'éducation, la non-violence, le dialogue, l'empathie. Et justement, Rachel, elle, va devoir s'armer d'une
très grosse dose d'empathie. Parce que même si l'institut pour laquelle elle travaille prône la paix, eh bien ses opposants, eux, ils n'ont aucune intention d'être pacifiques. Et donc, un jour, comme ça, Rachel découvre une corde suspendue dans son garage. Et pas une corde anodine, hein, un nœud coulant, un peu comme ceux utilisés pour pendre les personnes noires durant l'esclavage. C'est clairement un symbole de terreur, et Rachel est à juste titre terrorisée. Ces gens-là savent où elle habite, ils savent où vit son fils. Et ce n'est même pas la première fois que ça arrive. 5 jours plus tôt, quelqu'un était déjà entré chez elle. Mais le plus bizarre, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, aucun bruit. L'intrus a volé 2 armes, quelques effets personnels, et puis il a disparu dans la nuit. À chaque fois, Rachel appelle le 911, et là aussi, elle le fait. Mais cette fois encore, la police ne trouve rien. Elle se dit, bon, ok, pas grave, ce sont les risques du métier, mais ils vont bien finir par passer à autre chose, ces harceleurs. Eh bien non, elle se trompe. Rachel continue d'être ciblée. D'abord chez elle, et puis bientôt au travail. Nous sommes en novembre 2009 et des employés du HRE trouvent une croix gammée collée sur l'un des murs extérieurs du bâtiment. Forcément, tout le monde panique, tout le monde a peur, la police accourt, elle cherche des empreintes, mais rien. Étrangement, l'auteur a réussi à éviter les caméras encore une fois. Malheureusement, cette impunité va donner des idées à une autre personne. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme. En avril 2010, Rachel reçoit un appel, elle décroche et immédiatement, une voix de femme lui hurle dessus. Des insultes, une vulgarité à peine croyable. Et cette femme l'accuse de tout et n'importe quoi, d'avantager ses élèves à la peau foncée, de jouer la victime, de trahir la communauté, et après ça, elle raccroche. Encore une fois, l'agresseur ne sera jamais identifié. Encore une fois, aucune conséquence. Et Rachel, elle reste seule, à visage découvert, face à une armée d'extrémistes qui, eux, agissent dans l'ombre. Mais elle ne dit rien, elle encaisse, parce que pour elle, la cause vaut beaucoup plus que son confort, beaucoup plus que sa tranquillité ou même que sa sécurité. Entre 2008 et 2010, Rachel subit au moins 9 attaques racistes. Lettres d'insultes, harcèlement téléphonique, cambriolage, croix gammée sur son lieu de travail, flyers suprémacistes déposés devant chez elle, et malgré tout, elle tient bon. Les attaques ne la font pas reculer, au contraire, elles la convainquent qu'il y a encore énormément à faire. Alors, en juillet 2010, Rachel décide de monter d'un étage dans la lutte. Le HRE cherche un nouveau directeur exécutif. Alors Rachel, elle rentre chez elle, elle met à jour son CV, elle écrit sa lettre de motivation, elle rassemble ses recommandations, et puis elle postule. Elle y croit, hein, elle se dit que finalement personne n'est plus qualifié qu'elle pour ce poste. Mais 2 semaines plus tard, la réponse tombe. C'est non, le poste revient à Dan Lepore, le directeur du développement. Pour Rachel, c'est un vrai coup de poignard. Elle se sent trahie, elle le vit vraiment très personnellement. Si personnellement qu'après 2 ans de bons et loyaux services, elle décide de démissionner. Rachel quitte donc officiellement le HRE. Par contre, elle ne quitte pas le combat. Elle rejoint l'université Eastern Washington comme enseignante en études africaines. Nouvelle école, nouvelle salle de classe, nouvelle mission. Mais surtout, une nouvelle étape dans l'ascension de Rachel Dolezal. Ce poste oblige Rachel à quitter Coeur d'Alene pour East Spokane dans l'état de Washington, finalement d'où elle vient. Et il faut préciser quelque chose, ce n'est pas un CDI, ce n'est même pas un poste à temps plein. Elle enseigne à temps partiel avec un contrat renouvelé tous les 3 mois. Mais peu importe parce que Rachel adore ce travail. Quelques heures par semaine, elle peut parler de l'histoire des femmes noires, de l'art africain et afro-américain, de culture, du continent, de représentation, de lutte. Pour Rachel, ce n'est pas juste un emploi, c'est une mission, une manière de transmettre, de former, de renforcer la prochaine génération finalement. Et très vite, son implication dépasse les murs de l'université et son engagement communautaire finit par payer beaucoup. Rachel est élue présidente du chapitre NAACP de Spokane. C'est un poste extrêmement prestigieux. La NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People. C'est la plus ancienne et la plus grande organisation américaine de défense des droits des personnes afrodescendantes. Donc là, Rachel prend du galon, et ce n'est pas tout. La même année, le maire de Spokane, David Condon, la nomme présidente de la commission de médiation de la police. C'est une position très stratégique. Rachel, en fait, est chargée de surveiller les pratiques policières, mais aussi d'évaluer les plaintes citoyennes et de faire le lien entre la population et les forces de l'ordre. En l'espace de quelques années, une ancienne artiste venue de l'Idaho devient l'une des figures les plus visibles et les plus influentes de Spokane. Et ironie du sort, plus elle monte en influence, plus son secret s'approche dangereusement de la lumière.
Rachel a eu une vie difficile, très difficile. Elle raconte que ses propres parents l'auraient discriminée à cause de sa couleur de peau. C'était des parents maltraitants. Lorsqu'elle faisait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils la frappaient, souvent avec des tiges de bambou. L'existence de Rachel pourrait être un soap opéra, un drame sans fin. Et malheureusement, le scénariste du malheur n'a pas rangé son stylo. En février 2015, Rachel devient de nouveau la cible de suprémacistes blancs. Encore. Et comme toujours, la police est incapable de trouver le moindre coupable. Mais une personne refuse d'abandonner, le journaliste Jeff Sell. Il est curieux, c'est une petite fouine. Et donc, il décide de remonter la piste. Pour ça, il commence par l'endroit où tout a commencé, la boîte postale de la NAACP. Les activistes de l'organisation y ont trouvé une enveloppe. Quand il l'ouvre, il tombe sur 20 pages d'injures raciales. 20 pages. Qui a le temps de faire ça? Je vous pose la question. I'm Rachel Dolezal. I'm the president of the NAACP in Spokane, Washington. And recently, we actually received a package in the mail that was something like a 20-page, very lengthy manifesto, including photos of lynchings, photos of myself, other forms of death threats with guns pointed towards the viewer, and various kind of assortment of extremist right-wing paraphernalia as well. Sur ces 20 pages d'insultes, on en a une plutôt bizarre. War Pig. Un War Pig, c'est quelqu'un qui profite de la guerre, par exemple en vendant des armes ou en exploitant le chaos. Et pour les suprémacistes blancs, c'est devenu un terme pour désigner quelqu'un qui, selon eux, profite du système grâce aux politiques anti-discrimination. Donc voilà, Rachel est traitée de War Pig. La police examine l'enveloppe, aucune empreinte, mais un ADN masculin. Problème, cet ADN ne correspond à aucun profil criminel de la base nationale. Les inspecteurs ne se démontent pas, ils décident de vérifier le chemin de l'enveloppe. Donc logiquement, ils vont au bureau postal de Rosewood, là où se trouve la boîte de la NAACP. Et là, rien ne colle. Les employés sont catégoriques. L'enveloppe n'a pas de timbre, pas de code barre, et donc elle n'a jamais été traitée par la poste. Ils ajoutent même que si un courrier sans code barre était arrivé par erreur, ils l'auraient directement mis de côté, pas distribué. Pour la police de Spokane, c'est suffisant pour passer à autre chose. Franchement, les enquêteurs ont plus urgent à faire que des insultes envoyées par un corbeau étrange. En revanche, Jeff Sell, lui, il n'a pas du tout l'intention de lâcher. Il épluche toutes les archives de presse. Et au bout de plusieurs heures, il remarque un détail glaçant. Les attaques racistes subies par Rachel, ce sont toujours les mêmes mots, les mêmes méthodes, les mêmes formulations, les mêmes menaces, comme si une seule et même personne la suivait depuis des années. Et ça avant même son déménagement. Et en plus de ça, à chaque fois, il n'y a aucun témoin, aucun indice dans les caméras de vidéosurveillance, aucune empreinte, rien. Quelqu'un qui connaît bien Rachel, qui sait exactement comment frapper sans être vu, quelqu'un qui lui en veut personnellement. Jeff Sell sent qu'il s'approche d'un truc énorme, mais il lui manque encore une pièce du puzzle. Alors, comme tout enquêteur moderne, il va sur Facebook. Il scrolle, il remonte les publications, et là, une photo lui saute aux yeux. Moi, mon fils aîné, Isaiah, et mon père. À cet instant précis, il hallucine, parce qu'il sait que cette phrase va faire exploser l'affaire Rachel Dolezal. Sur X, il repère une autre photo de l'activiste avec sa famille. 14 janvier 2015, le père du président Dolezal sera présent à la cérémonie d'inauguration et prendra la parole lors de l'Assemblée générale commémorative de Martin Luther King Jr. à 19h. Si quelqu'un peut savoir qui pourrait en vouloir à Rachel, c'est bien son père, non? Le journaliste retrouve rapidement sa piste. Il s'appelle Albert Wilkerson, ancien militaire et policier à la retraite. Jeff Sell finit par trouver ses informations de contact, il arrive à le joindre, et là... Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes bien Albert Wilkerson, le père de Rachel Dolezal? Oui, je suis bien Albert Wilkerson, par contre, je ne suis pas du tout le père de Rachel. Ah, les amis, tout commence. L'effondrement commence. En fait, il y a quelques années, Albert Wilkerson a travaillé bénévolement pour le HRE. Et à l'époque, Rachel y était encore directrice pédagogique. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Et progressivement, ils ont fini par devenir des amis. Jeff est déboussolé et il s'apprête à raccrocher, mais le vétéran lâche une phrase qui l'interpelle. Vous savez, moi je connais très bien l'oncle de Rachel. Est-ce que vous voyez le moment dans les dessins animés où une ampoule s'allume au-dessus d'un personnage? Eh bien, Jeff vient d'en vivre un. Une intuition violente qui lui dit « Là, mon
mon gars, tu tiens quelque chose. Il demande donc le numéro de l'oncle et 2 minutes plus tard, Jeff appelle Dan Dolezal. L'homme décroche, il dit que oui, il est bien de la famille de Rachel et que oui, il peut tout à fait le mettre en contact avec ses parents. Les parents de Rachel sont vraiment aimables. Ils sont super disponibles mais surtout étonnamment transparents. Ils n'hésitent pas une seule seconde avant de lui envoyer des photos de leur fille. Jeff ouvre les images et là, son cerveau se fige. Il a l'impression d'halluciner parce que sur les photos, il ne voit pas une jeune fille métisse. Il ne voit pas la peau caramel, les cheveux frisés ou bien la texture afro dont Rachel parle tout le temps. Non, il voit une enfant blanche, très blanche même. L'icône des droits civiques, la présidente d'un chapitre de la NAACP, la femme qui se dit afro-américaine depuis des années, est née Rachel Ann Dolezal, petite fille blanche du Montana. Ses parents sont Ruth Ann Dolezal, née Shirtel, et Laurence Dolezal. Deux personnes qui n'ont pas une seule goutte de sang noir en elles. Rachel a des origines allemandes, tchèques et suisses. Et d'ailleurs, son nom de famille, Dolezal, il est originaire de la République tchèque. Elle est le portrait craché de ses parents et en plus elle ressemble beaucoup à Joshua, son frère aîné. Après avoir eu Rachel, le couple Dolezal va adopter 3 enfants afro-américains et aussi une petite haïtienne. Finalement, c'est le seul lien de Rachel avec l'Afrique, ses frères et sœurs. Quand le journaliste les appelle, les parents Dolezal sont chez eux, dans le Montana, en train de préparer leur 41e anniversaire de mariage. Leur vie entière, ils l'ont passé là, dans cette petite campagne paisible où ils ont élevé leurs 6 enfants. Une vie tout à fait ordinaire, stable, sans divorce, sans famille recomposée, sans secret. Et puis, ils ont fini par découvrir dans la presse tout ce que Rachel racontait sur son enfance. Là, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont tombés de leur chaise. Rappelez-vous l'histoire du tipi, hein. La jeune Rachel Pocahontas, arc à la main, qui vivait comme une enfant sauvage dans la forêt. Grosse mytho. Ouais, Rachel n'a jamais grandi sous une tente. Aucun de leurs enfants n'a été élevé dans des conditions extrêmes. Autre mensonge, l'Afrique du Sud. Rachel affirme régulièrement avoir vécu en Afrique du Sud, avoir étudié les injustices raciales directement sur le terrain, avoir grandi entouré de jeunes enfants noirs, encore totalement faux. En réalité, c'est en 2002 que le père Dolezal part comme missionnaire à Cape Town. Mais en 2002, Rachel, elle est déjà mariée, déjà diplômée, déjà en train de terminer son master. Et elle ne mettra jamais les pieds en Afrique du Sud. Les Dolezal sont formels et ils sont presque soulagés de le dire. Le récit de Rachel est un mensonge. Well, Rachel Dolezal's parents, who are both white, say they simply want people to know the truth. That's why they're speaking out. They say their daughter is pretending to be someone that she's not. What is your daughter's ethnicity? Our daughter is primarily German and Czech and of European descent. So she's white. She's white. Ils vont même jusqu'à sortir son acte de naissance pour prouver leur dire. Donc ça veut dire que Rachel a volontairement fabriqué son apparence pour ressembler à une personne afrodescendante. Selon l'un de ses frères, la transformation commence juste après son divorce. En 2004, Rachel adopte progressivement les codes esthétiques afro-américains. Coiffure, vêtements, bijoux. Et en 2009, elle change encore plus. Sa peau s'assombrit, ses cheveux gagnent en volume. Et à cette époque-là, déjà, il devient très difficile de déterminer son origine. Et en 2011, la métamorphose est totale. Rachel se bouclait les cheveux, elle fond sa peau, elle adopte un langage, un style, une gestuelle typique d'une femme afro-américaine. C'est aussi durant ces années-là qu'elle invente les agressions racistes dont elle prétend avoir été victime. Ouais les gars, je sais cette histoire elle est folle hein, mais oui, cette femme avait des problèmes. Alors prenons l'histoire du nœud coulant dans son garage. Rachel appelle la police, elle accuse des suprémacistes blancs, elle affirme être ciblée, mais la vérité est beaucoup plus banale. Et aussi beaucoup plus embarrassante, c'est un peu la honte. Le propriétaire de la maison, un chasseur, il reconnaît immédiatement la corde. C'est celle qu'il utilisait pour suspendre et dépecer un cerf. Il le dit à Rachel, il le dit à la police, il montre même comment il attachait son gibier, mais Rachel, elle ne veut rien entendre. Quand l'inspecteur revient vers elle, elle coupe court à la conversation, et aussi au contact. Et ce n'était pas la seule histoire fabriquée. Rachel n'a jamais été directrice pédagogique du Human Rights Education Institute, le HRE dont je vous parlais. Oui, elle faisait bien partie du département éducatif, mais comme simple employée, pas comme directrice. Même chose concernant son prétendu cancer du col de l'utérus entre 2006 et 2008. Il n'existe aucune trace médicale de cet épisode. Le mentor artiste qui aurait abusé d'elle quand elle était une jeune artiste sortant de l'école, aucun témoin, aucune archive, aucune exposition conjointe, aucun nom, personne ne se souvient
de ce mystérieux mécène. Mytho. Et en plus, elle ment sur des choses horribles. Mais la plus grosse imposture de Rachel, c'est Rachel elle-même. Pendant des années, elle s'est présentée comme afro-américaine, femme noire, black woman, mixed race. Elle le disait dans ses interviews, dans ses cours, dans ses projets d'art, elle l'écrivait dans ses dossiers administratifs et elle l'incarnait dans son apparence. En 2014, lorsqu'elle postule pour présider la commission de médiation de la police de Spokane, elle coche blanche, afro-américaine, native américaine et encore 2 autres catégories. Bon, le maire ne la choisit pas uniquement pour ça, mais un détail à jouer, la communauté noire représente 1,9% de Spokane. Autant dire que la diversité n'y est pas fréquente. Alors Rachel s'engouffre dans cette brèche. Et puis arrive le 10 juin 2015, le jour où tout explose. Devant les caméras d'une chaîne locale, un journaliste l'interroge. Calmement. Il lui pose une question simple. « Madame Dolezal, êtes-vous afro-américaine ?» Rachel se fige, elle évite le regard, elle rigole un peu comme ça, et puis elle finit par dire « Je ne comprends pas la question ». Ça y est, le masque tombe, en direct, devant tout le pays. Is that your dad? Yeah, that's my dad. This man right here is your father? Right there? You have a question about that? Yes, ma'am. I Okay. was wondering if your dad really is an African-American man. That's a very, I mean, I don't know what you're implying. Are you African-American? I don't understand the question of, I did tell you that, yes, that's my dad. And he was unable to come in January. Are your parents, I'm are not- they white? Le lendemain, le Cœur d'Allen Press, un journal local, enfonce le couteau dans la plaie. Il publie un article totalement ironique, « Black like me », noir comme moi. Dans ce papier, le journaliste Jeff Sell expose tout. Les vraies origines de Rachel, ses parents, ses mensonges, et l'article forcément fait l'effet d'une bombe. À cette époque-là, la photo avant-après de Rachel, on pouvait la trouver partout sur Internet. Le New York Times relaie l'affaire, l'Intelligencer dédie un article à cette histoire abracadabrante, People fait passer le mot, NBC aussi, et bien sûr, tout un tas d'autres médias. Là, vous vous demandez certainement qu'a répondu Rachel? Quelle a été sa réaction à cette polémique? Eh bien, la réponse de Rachel est assez étrange. Elle ne nie pas du tout que ses parents biologiques soient blancs, mais elle affirme que ça ne change rien au fait qu'elle soit noire. Pour elle, la notion de race est fluide. C'est une construction sociale qui va bien au-delà de l'ADN. Elle se considère génétiquement blanche, mais racialement noire. Would you identify yourself as an African American? I actually don't like the term African American. I prefer black. And I would say that if I was asked, I would definitely say that yes, I do consider myself to be black. Et toujours selon elle, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Dolezal, who is Caucasian by birth, said that she is self-identified as African American since she was 5 years old. I was drawing self-portraits with the brown crayon instead of the peach crayon and the black curly hair, and that was how I was portraying myself. I'm not white. Nothing about being white describes who I am. I'm more black than I'm white. That's the accurate answer from my truth. D'ailleurs, j'ai utilisé le terme racial à de nombreuses reprises, mais on pourrait simplement dire ethnique. Voilà. C'est vrai que c'est un terme qui est souvent utilisé, mais qui n'est pas exact. Contre toute attente, Rachel n'est pas immédiatement lynchée par l'opinion publique. Dans ce chaos médiatique, quelques voix s'élèvent pour la défendre. Pour certains observateurs, la question n'est pas aussi simple. Ils affirment que l'ethnie ne se limite pas uniquement à la biologie, mais qu'elle englobe aussi la culture, l'expérience sociale, le vécu, l'appartenance communautaire. Selon eux, si une personne peut être reconnue femme indépendamment de son sexe biologique, alors peut-être qu'on peut appartenir à un groupe dont on ne partage pas l'ADN. Et c'est ce glissement conceptuel qui amène certains à évoquer, assez maladroitement, mais sincèrement, un parallèle avec la transidentité. Ils parlent alors de transracialité. Je peux vous dire que le débat est explosif, et dans cette atmosphère électrique, Rachel reçoit du soutien inattendu. On a Rihanna, on a Whoopi Goldberg aussi par exemple, Whoopi qui demande publiquement d'arrêter d'humilier Rachel. Bon, elle ne dit pas qu'elle approuve ses mensonges, Elle souligne plutôt que Rachel a pendant des années fait un travail réel et concret pour la communauté noire. Action locale, éducation, engagement civil, et elle a aussi un fils noir qu'elle élève. Whoopi ne cautionne pas la fraude, elle demande simplement que la conversation ne se réduise pas à un lynchage médiatique. Et puis elle s'interroge aussi sur le fond. Comment une femme blanche a-t-elle pu être plus active contre le racisme que beaucoup d'habitants réellement noirs de Spokane? D'autres défenseurs universitaires, activistes, intellectuels soulèvent un argument dérangeant. Rachel n'a pas profité de son identité pour soutirer de l'argent. Elle ne s'est pas inventée noire,
noire pour se donner un avantage matériel. Elle a choisi une identité qui objectivement la mettait en danger dans une frange pauvre et discriminée de la population. Mais ses soutiens ne font pas le poids face à la tempête. La majorité des voix, notamment au sein de la communauté noire, estiment qu'elle a dépassé les bornes. Peu importe son engagement, Rachel a franchi une ligne rouge en s'appropriant une identité qui n'était pas la sienne. That's how I feel. I don't feel she's doing anything that anyone else hasn't done. If someone feels that they're this, they have every right to pursue it. And she's been doing this for 5 or 6 years. I find it shocking that nobody knew this. Donc, dans la grande majorité, la communauté afro-américaine vit l'affaire Dolezal comme une trahison. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à un concept historique essentiel, le passing. Pendant des décennies et jusqu'aux années 60, les Noirs à la peau très claire passaient pour blancs. Et ça, afin d'échapper à la ségrégation raciale, aux violences policières et au lynchage. Ce n'était pas du confort ou une coquetterie, c'était une stratégie de survie. Et d'ailleurs, c'était souvent vécu dans la honte et dans la peur permanente d'être démasquée. Rachel Dolezal, elle a fait exactement l'inverse. Elle a décidé d'enfiler le costume d'une femme noire sans en porter l'histoire, la douleur ni le prix. Et ça, c'est ce que beaucoup qualifient de violence symbolique. Elle n'a pas seulement performé une identité noire, elle a fabriqué de toutes pièces des crimes de haine dont elle prétendait être la victime. Entre Coeur d'Alene et Spokane, aucun autre activiste noir n'avait déclaré autant d'incidents racistes qu'elle. Aucun. Or, aux États-Unis, être noir, ce n'est pas juste avoir de la mélanine, c'est porter un héritage historique extrêmement lourd, celui de l'esclavage, de Jim Crow, de la ségrégation, du profilage racial, un héritage transmis et subi, pas du tout choisi. Le 15 juin 2015 marque la fin de Rachel Dolezal. En quelques heures, tout s'effondre. Rachel Dolezal démissionne de son poste de présidente du chapitre NAACP de Spokane. Le même jour, l'université Eastern Washington met fin à son contrat. Le journal The Inlander, pour lequel elle écrivait régulièrement, annonce publiquement qu'ils se sont trahis. 3 jours plus tard, la commission de médiation de la police de Spokane se réunit à huis clos. Alors, le rapport interne n'évoque pas son ethnicité, officiellement. Il parle de harcèlement, de conduite inappropriée, de témoignages concordants, et par une coïncidence qui tombe étrangement bien, le conseil municipal vote à l'unanimité pour l'écarter. En l'espace d'une semaine, Rachel perd absolument tout. Son travail, ses fonctions publiques, son statut, sa réputation, la confiance de sa communauté et même d'une partie de sa famille. Le château de cartes qu'elle avait construit avec tant d'assurance, mensonge après mensonge, il vient de s'écrouler. Et ce n'est que le début de sa chute. Rachel commence alors une traversée du désert que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ses œuvres ne se vendent plus, son nom est devenu toxique. Même ceux qui compatissent en privé et refusent d'être publiquement associés à elle. Donc Rachel se réinvente. Elle ouvre un petit salon de coiffure improvisé à domicile. Là, elle propose des tissages, des box braids, des vanilles. Elle maîtrise vraiment parfaitement les techniques afro, mais elle n'a presque aucun client. En 2016, un rayon de lumière traverse enfin son existence. Elle accueille un second fils, Langston. Malgré ça, la galère refuse de la quitter. Dans la rue, personne ne veut d'elle. Dans les écoles, on ne veut pas d'elle. Rachel dépose plus de 100 candidatures par mois. Au début, des postes qui correspondent à son diplôme, enseignement, direction artistique, musée, centre culturel. Et puis quand les économies fondent, elle postule partout. Supermarché, boutique, centre d'appel, même chez McDo. Et la réponse, inlassablement, reste la même. Non. Son nom est devenu un boulet. Alors elle fait ce que font beaucoup de gens quand ils veulent renaître, elle change de peau. Encore. En octobre 2016, Rachel Dolezal devient légalement Nkechi Amare Diallo. Bon, c'est surtout un signe qu'elle n'a toujours pas compris le cœur du problème. Ce n'est pas son nom qui lui a tout fait perdre, c'est son mensonge. Et puisque l'univers adore les redoublants, il continue de lui répéter la leçon. Nkechi vit dans la précarité. Elle vend quelques tresses, quelques tableaux, parfois des mèches de cheveux synthétiques. Mais ça ne paye pas vraiment le loyer. Et donc, elle se tourne vers ce qu'elle sait faire de mieux, raconter son histoire. En mars 2017, elle publie son autobiographie, In Full Color, Finding My Place in a Black and White World. Un an plus tard, Netflix sort le documentaire The Rachel Divide, un film qui suit sa vie, ses enfants, ses justifications et aussi sa dégringolade sociale en direct. Pendant un temps, on a l'impression qu'elle remonte doucement la pente. Et puis arrive 2018, quand le fisc lui tombe dessus. En mai, Rachel est inculpée pour fraude aux prestations sociales et faux témoignage au second degré. Les enquêteurs découvrent qu'entre août 2015 et décembre 2017,
2017, elle a touché 8 847 $. Tout ça en aide alimentaire et assistance parentale. Au début, ça se tient, hein, elle n'avait littéralement plus rien. Mais voilà. En parallèle, elle a encaissé 83 000 $ en droits d'auteur. Et ces revenus-là, elle ne les a jamais déclarés. Sur le papier, elle gagnait moins de 500 $ par mois. Mais en réalité, elle était dans le top 10 des auteurs les mieux payés de l'État cette année-là. Bien sûr, le mensonge est trop gros pour passer inaperçu. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais finalement, le 25 mars 2019, elle accepte un accord, rembourser toutes les aides indûment perçues et réaliser 120 heures de travaux d'intérêt général. Pas de prison ferme donc, mais franchement, sa réputation, elle est irrécupérable à ce stade. Et puis, sa meilleure amie, la galère, revient s'installer sur son canapé. En 2020, Rachel fait ses valises une fois de plus, direction Tucson, en Arizona. Elle a ses 2 fils sous le bras et l'espoir d'un nouveau départ. Contre toute attente, un petit miracle se produit. Le 9 août 2023, après 8 ans sans emploi stable, Rachel décroche enfin un poste d'enseignant dans une école publique. Un contrat d'1 an, un salaire fixe, une vie presque normale. Elle respire un petit peu. En tout cas, elle souffre un peu moins. Mais les miracles, ça ne dure qu'un temps. 3 mois avant la fin de son contrat, elle est renvoyée sur le champ. La raison ? En février 2024, plusieurs collègues découvrent son OnlyFans. Forcément, le district scolaire et formel, publier du contenu explicite viole strictement le code de conduite sur les réseaux sociaux. La carrière d'enseignante qu'elle venait tout juste de commencer s'effondre définitivement. Donc, où en est Rachel aujourd'hui ? Sur son compte Instagram, elle continue de vendre les portraits qu'elle réalise. Aussi, elle a toujours son compte OnlyFans, auquel il est toujours possible de s'abonner. Et le 4 septembre 2025, elle a lancé Trad Pro. C'est un podcast décrit comme un lieu où les valeurs traditionnelles sont revisitées avec une touche progressiste. Le 12 novembre 2025, pour ses 45 ans, Rachel poste une photo d'elle. Dessus, elle a une apparence de femme blanche. Sans grande surprise, elle se fait lyncher en commentaire. Mais vous savez ce qui rend toute cette histoire encore plus incroyable ? C'est qu'en 2002, juste après avoir obtenu son master, Rachel a poursuivi l'université d'Howard en justice. Et à l'époque, elle ne se plaignait pas de discrimination anti-noire, mais de discrimination anti-blanc. Dans sa plainte, elle affirme qu'on lui aurait refusé des bourses d'études, un poste d'assistante enseignante et aussi plusieurs opportunités parce qu'elle était blanche. Elle va même jusqu'à dire qu'en 2001, ses œuvres auraient été retirées d'une exposition pour favoriser des étudiantes afro-américaines. Cette plainte illustre parfaitement le reproche que tant de gens lui font aujourd'hui. Rachel est noire quand ça l'arrange, quand ça lui ouvre des portes, quand ça justifie sa présence dans certains espaces, quand ça renforce son image de femme forte qui se dresse contre l'oppression. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu militer en tant que femme blanche. D'ailleurs, c'est ce qu'elle faisait au début de sa carrière. Et à l'époque, personne ne l'a jamais exclue des cercles militants afro-américains. Alors, quand on demande qu'est-ce qu'elle gagnait à être noire, la réponse est simple. Une carrière. Elle a bâti sa trajectoire professionnelle sur une version romancée de l'identité noire. Une héroïne imaginaire, forgée par l'adversité, la vie dans une tente. Et pourtant, tout ça est né d'un mensonge. Sur ce point, elle rappelle beaucoup Jussie Smollett, cet acteur afro-américain dont la carrière a explosé en plein vol après avoir inventé un crime de haine qu'il prétendait avoir subi. Je ne vous en dis pas plus, allez voir cette vidéo. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et j'ai hâte de lire vos commentaires sur ce sujet très particulier.